y a pas de mal à se faire du bien. Bienvenue sur notre chaîne Icônes et Silences, où chaque histoire révèle la vérité derrière la légende. Aujourd'hui, nous ouvrons les pages d'un destin hors du commun, celui d'un homme qui a décidé de ne pas partir en silence. Imaginez un instant un vieux cinéma parisien où la dernière séance vient de s'achever et où les lumières s'éteignent une à une. Dans la pénombre de cette salle vide, un homme est assis seul, ajustant ses lunettes noires, non pas pour le style, mais pour cacher une tristesse infinie qui dure depuis trop longtemps. Cet homme est Eddie Mitchell. À 83 ans, il est le dernier cow-boy, le survivant solitaire d'une trinité sacrée qu'il formait autrefois avec Jacques Dutronc et le regretté Johnny Hallyday. Mais aujourd'hui, alors que le crépuscule de sa vie approche, Monsieur Eddie a fait un choix qui a stupéfié la France entière. Au lieu de se reposer sur ses lauriers et de profiter d'une retraite paisible, il a décidé de briser le silence avec la force d'un orage. Ce n'est pas un simple coup de gueule de vieillard, c'est une véritable mise en accusation. Avec une lucidité tranchante et impitoyable, Eddie Mitchell a décidé de pointer du doigt ceux qu'il ne pardonnera jamais. Il parle de trahison, de déloyauté et d'une industrie qui a perdu son âme. Mais qui sont ces coupables qui ont provoqué la colère de ce gentleman? S'agit-il des membres du clan Hallyday qui se sont déchirés pour un héritage en oubliant l'essentiel? Est-ce le monde du show business qui a transformé les artistes en produits jetables? Ou bien est-ce quelque chose de plus profond, une blessure intime que le public n'a jamais soupçonnée? Comment une icône adulée par des millions de Français en est-elle arrivée à ressentir une telle amertume? Et pourquoi a-t-il attendu d'être le dernier survivant pour livrer ses vérités les plus crues? Restez avec nous jusqu'au bout, car l'histoire que nous allons vous raconter n'est pas seulement celle d'un chanteur à succès. C'est le récit bouleversant d'un homme d'honneur qui refuse de voir son monde s'effondrer sans livrer son ultime combat. Pour comprendre la solitude qui habite aujourd'hui ce géant de 83 ans, il faut remonter le temps et s'engouffrer dans les rues grises de Belleville, là où tout a commencé bien loin des tapis rouges. C'est là que le petit Claude Moine a grandi, écrasé par le silence assourdissant d'un père qu'il aimait mais qu'il ne comprenait pas. Robert Moine travaillait dur à la RATP, arpentant les souterrains de Paris, mais le soir venu, il rentrait chez lui, muré dans une fatigue muette, incapable de dire « je t'aime » ou de serrer son fils dans ses bras. Ce vide affectif a creusé un trou béant dans le cœur de l'enfant, un vide qu'il a cherché à combler en s'enfermant dans les salles obscures du quartier. Le cinéma est devenu sa véritable maison, son refuge sacré où les héros ne pleuraient jamais et où les cow-boys sauvaient toujours l'honneur. C'est pour échapper à cette réalité morose et à un destin tout tracé d'employé de bureau que Claude a décidé de tuer l'enfant timide en lui, pour faire naître une créature invincible nommée Eddie Mitchell. Ce nom n'était pas seulement un pseudonyme d'artiste, c'était une armure, un bouclier forgé pour affronter le monde. Lorsque les années 60 ont explosé, Eddie et ses chaussettes noires ont mis le feu à la France, devenant les porte-étendards d'une jeunesse ivre de liberté et de rock'n'roll. Chaque apparition télévisée était un triomphe, chaque concert une émeute de joie, et la France entière voyait en lui l'incarnation de la réussite absolue. Mais derrière les lunettes noires et l'attitude désinvolte, une angoisse secrète ne l'a jamais quitté. La peur viscérale de devoir retourner un jour au guichet de la banque où il travaillait autrefois. La peur de voir le rêve s'évaporer et de retomber dans l'anonymat silencieux de son père. Pendant que le public l'adulait comme une idole intouchable, Eddie Mitchell vivait avec le syndrome de l'imposteur, travaillant sans relâche, enchaînant les films et les albums non pas par soif de gloire, mais par terreur du vide. Il a construit sa carrière comme on bâtit une forteresse, pierre par pierre, pour se protéger d'un monde qu'il savait déjà cruel.
Mais ce qu'il ignorait encore à l'époque, c'est que le plus grand danger ne viendrait pas de l'échec, mais des ténèbres qui accompagnent souvent la lumière trop vive des projecteurs. Alors que les années 70 et 80 consacraient Eddie Mitchell comme une figure incontournable du paysage audiovisuel français, notamment grâce à son émission culte Edal, la dernière séance, une ombre menaçante grandissait dans les coulisses. Le public voyait en lui un présentateur jovial, un amoureux du cinéma américain qui apportait de la joie dans les foyers chaque mardi soir. Mais personne ne se doutait du prix exorbitant que l'artiste payait pour maintenir ce sourire intact. La pression de rester au sommet était devenue un étau insupportable, et pour tenir le coup, pour ne pas s'effondrer sous le poids des tournées interminables et des exigences des producteurs, Eddie a fini par ouvrir la porte à un compagnon dangereux. Dans son autobiographie, il a eu le courage rare d'avouer sa relation toxique avec la cocaïne. Il ne la prenait pas pour faire la fête ou pour se sentir invincible comme tant d'autres stars de l'époque. Non, il l'utilisait comme un carburant désespéré, une béquille chimique pour rester debout quand son corps et son esprit criaient grâce. Il décrira plus tard cette substance comme une drogue de menteur, un poison insidieux qui lui donnait l'illusion d'être le roi du monde pendant quelques heures avant de le laisser plus seul et plus vide que jamais au petit matin. C'était une époque de excès, où l'argent coulait à flot, mais où la confiance se faisait rare. Eddie se voyait entouré de courtisans et de faux amis qui aimaient la vedette, mais qui se moquaient éperdument de l'homme tourmenté qui se cachait derrière. Cette descente aux enfers aurait pu lui coûter sa carrière, et peut-être même sa vie, s'il n'avait pas eu ce caractère d'acier hérité de son enfance à Belleville. Il a vu des collègues sombrer. Il a vu des talents se briser et il a compris qu'il devait choisir entre la légende tragique et la survie. C'est dans cette lutte solitaire contre ses propres démons qu'il a réalisé que le succès ne valait rien s'il n'était pas partagé avec des gens vrais. Et c'est précisément ce besoin vital de vérité et de loyauté qui allait sceller son destin avec ses frères d'armes, Johnny et Jacques, mais qui allait aussi préparer le terrain pour la plus grande douleur de sa vie. Pourtant, la véritable tragédie qui a frappé Eddie Mitchell ne fut ni un scandale financier, ni une maladie honteuse. Le coup le plus brutal, celui qui a failli le mettre à terre pour de bon, est venu du temps qui passe et qui emporte avec lui ceux qu'on croyait éternels. Pour Eddie, l'amitié n'était pas un vain mot, c'était une religion. Et son temple s'appelait les Vieilles Canailles, ce trio mythique qu'il formait avec ses frères de cœur, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday. Ensemble, ils avaient juré de rire de tout, de la vieillesse comme de la mort. Sur scène, verre de whisky à la main et cigarettes aux lèvres, ils défiaient les lois de la nature, persuadés que la fête ne s'arrêterait jamais. Mais en décembre 2017, le ciel est tombé sur la tête de Monsieur Eddie. La mort de Johnny Hallyday n'a pas seulement marqué la fin d'une époque pour la France, elle a provoqué une amputation terrible dans l'âme d'Eddie. Ce n'était pas seulement un collègue qui disparaissait, c'était son double, son complice depuis l'adolescence, celui avec qui il avait partagé ses premiers rêves de gloire dans les rues de Paris. Les jours qui ont suivi furent d'une violence inouïe. Lors de l'hommage populaire à la Madeleine, au milieu de la foule en pleurs et des caméras du monde entier, on a vu un Eddie Mitchell, digne mais dévasté. Il a vu son ami transformé en icône nationale, en monument public, alors que lui pleurait simplement son frangin. C'est à ce moment précis que la solitude du survivant s'est abattue sur lui. Avec Jacques Dutronc retiré en Corse et Johnny parti dans l'autre monde, Eddie s'est retrouvé seul face au miroir, le dernier gardien d'une histoire que les nouvelles générations commençaient déjà à oublier. Le monde continuait de tourner. Le show business cherchait déjà de nouvelles stars à fabriquer. Mais pour Eddie, la musique avait perdu sa saveur. Il a senti monter en lui un sentiment étrange, un mélange de tristesse infinie et d'une colère sourde contre l'injustice de la vie. Il a vu des gens qui n'avaient jamais aimé Johnny se précipiter pour profiter de sa lumière posthume.
C'était le calme avant la tempête. Le gentleman, blessé, observait tout cela en silence, mais au fond de lui, la révolte grondait déjà, prête à éclater au grand jour. Le silence a fini par se briser non pas par un cri hystérique, mais avec la froideur tranchante d'une lame de rasoir. Alors que la France se déchirait autour de l'héritage de Johnny Hallyday, alors que le clan de la veuve et celui des enfants biologiques se livraient une guerre sans merci par avocats interposés, Eddie Mitchell a choisi son camp. Il a refusé la neutralité diplomatique que tant d'autres avaient adoptée par lâcheté. En tant que parrain de Laura Smith, la fille aînée de Johnny, Eddie est sorti de sa réserve légendaire pour prononcer des mots qui ont résonné comme un coup de tonnerre dans le ciel de Paris. Il a déclaré publiquement qu'il ne comprenait pas, qu'il ne pourrait jamais accepter qu'on puisse déshériter ses propres enfants. Pour lui, qui a grandi avec des valeurs simples de solidarité et de famille, cette idée était une abomination, une trahison des lois du sang au profit des lois de l'argent. Il a pointé du doigt, sans jamais trembler, ce qu'il considère comme les 3 plaies qui ont infecté la fin de vie de son ami. Premièrement, il a condamné l'entourage toxique, ces vautours déguisés en amis qui ont isolé l'idole pour mieux le contrôler. Deuxièmement, il a fustigé l'hypocrisie d'un système qui transforme le deuil en spectacle marketing, organisant des hommages grandioses tout en vendant des disques posthumes à la pelle. Et enfin, il a visé ceux qui ont tenté d'effacer le passé, ceux qui voulaient réécrire l'histoire de Johnny en gommant ses racines et ses premiers compagnons de route. Eddie Mitchell a assumé le risque de se mettre à dos une partie du public et de l'industrie, mais il s'en moquait éperdument. À 83 ans, on ne cherche plus à plaire, on cherche à être juste. En soutenant Laura et David, il n'a pas seulement défendu des héritiers, il a défendu l'honneur de son frangin contre ceux qui voulaient en faire une marque déposée. Ce jour-là, le chanteur de charme a laissé place à l'homme de fer, prouvant que la loyauté est la seule richesse qui ne se dévalue jamais, même face à des millions d'euros. L'histoire d'Eddie Mitchell n'est pas seulement le récit d'une star vieillissante qui règle ses comptes avec le passé. C'est un avertissement puissant lancé à nous tous, spectateurs d'un monde qui a perdu la mémoire. Monsieur Eddie, avec sa voix grave et son regard caché, nous pose une question dérangeante. Sommes-nous prêts à écouter nos idoles quand elles cessent de chanter pour nous dire qu'elles souffrent? Ou préférons-nous qu'elles restent de belles images glacées, souriantes et muettes jusqu'à la fin? En brisant le silence à 83 ans, le dernier des géants nous rappelle que derrière chaque disque d'or, derrière chaque héritage disputé, il y a des cœurs qui battent et qui se brisent. Il nous apprend que la loyauté envers ceux qui sont partis vaut bien plus que tous les applaudissements du monde. Eddie Mitchell ne cherche pas votre pitié, il n'en a pas besoin. Il voulait simplement que la vérité soit dite, une dernière fois, avant que les lumières ne s'éteignent pour de bon. Aujourd'hui, le vieux cow-boy peut ranger son arme. Il a tiré ses dernières cartouches de vérité. Il se lève de son fauteuil de cinéma, remonte le col de sa veste et s'éloigne doucement vers la sortie, laissant derrière lui un écho qui ne s'effacera pas. La séance est terminée, mais la leçon, elle, restera gravée à jamais. Merci d'avoir écouté cette histoire avec nous. Si vous aussi, vous croyez que la vérité mérite d'être entendue, n'oubliez pas de partager ce récit et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures chroniques. Au revoir et n'oubliez jamais que les légendes sont aussi des hommes.